Double audience au ministère de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement. Inès Neferberti Ingani a reçu d'abord la représentante du bureau du programme de développement de la FIFA au Congo, puis le représentant résident de l'OMS en République du Congo. Au centre de leurs entretiens, les stratégies à mettre en place pour développer le football féminin et le leadership des femmes dans le domaine de la santé. Carmen Lukombo, commentaire. Encore moins connu, moins valorisé par rapport au football masculin, le football féminin au Congo est en déclin dû notamment à l'absence des compétitions de qualité et des stratégies de développement et de l'efficacité. Comment développer le football féminin, c'est ce qui a fait l'objet de l'entretien qu'a eu la ministre de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement avec la représentante du bureau du programme de développement de la FIFA au Congo et le président de la FECOFOOT. Nous avons reçu à Brazzaville une délégation de la FIFA avec la Fédération française de football et avec l'essor du football féminin aujourd'hui au monde, surtout dans notre pays. Nous avons voulu partager quelques minutes de concertation avec Madame la ministre pour essayer de voir des projets futurs sur le football féminin. Bien avant, la ministre Ingani a accordé son hospitalité au docteur Lucien Alexis Manga, représentant résident de l'OMS en République du Congo. À l'ordre du jour, l'ambitieux programme de renforcement du leadership des femmes dans le domaine de la santé. C'est un programme que nous avons initié il y a plusieurs mois et dont la première cohorte va pouvoir conclure sa formation dans les semaines qui viennent et nous avons discuté de la façon dont nous devons nous organiser pour que nous arrivions à mener ce programme à terme de la meilleure manière possible. Cette série d'audiences de la ministre de la promotion de la femme, de l'intégration de la femme au développement avec des partenaires s'inscrit dans le cadre de la recherche des solutions en vue de promouvoir la femme. On part en France, dans le 6e arrondissement de Paris, où la mairie a abrité la toute première édition du Salon du livre africain de Paris. Plusieurs écrivains et éditeurs congolais de France et de délégations venues de Brazzaville, l'une conduite par le président de l'Union nationale des écrivains et artistes congolais, Henri Djombo, et l'autre par les acteurs associés du ministre de la Culture et des Arts pour le compte du Congo, Christian Martial Pos. On était habitué au Salon du Livre de Paris, devenu simplement Livre Paris. Dorénavant, il faut compter avec le Salon du Livre africain de Paris. Occasion de donner la visibilité à certains invisibles des lettres. Pour sa première édition, nous a donné cette chance de rencontrer ici Paul Efa, Waberi, Boniface Mongombusa, Mamad Salah et bien d'autres. Alors, pourquoi les auteurs africains? Ça fait déjà plusieurs années qu'il n'y avait rien sur l'Afrique à Paris et c'était un vide qu'il fallait combler. La nécessité de donner à la littérature africaine une place, ça nous a paru important. Dans les coulisses, auteurs et éditeurs congolais ne sont pas restés en marge. La présence est assez remarquée. Je suis très heureux parce que la littérature congolaise est très bien représentée au cours de ce salon et c'est une grande force, ça doit initier, ça doit impulser parce que en réalité nous venons de loin. Nous sommes au service de la jeunesse congolaise, la jeunesse africaine et la jeunesse congolaise en particulier. Donc nous lançons l'appel aux jeunes congolais qui veulent se faire éditer, que nous sommes ouverts à les propulser. Si on peut s'inspirer de ce modèle, calquer cela pour essayer de faire à Brazzaville, je pense que ça serait une bonne chose. Il y a plusieurs auteurs ici et que le drapeau de la République du Congo est hissé et représenté. J'en suis fier et j'en suis heureux. Il me semble que s'inscrire dans le temps et dans l'espace, le Congo sait le faire avec, sinon grâce à ses hommes des lettres.
Dans le septentrion, l'association Alpha Taka, en collaboration avec la mairie de Djougou, a procédé samedi dernier à une cérémonie de remise de chèques aux maraîchers de la commune de Djougou. Et ce projet d'assistance financière vise à appuyer 4 coopératives de la filière maraîchage de cette commune. La cérémonie a eu lieu à Djougou en présence de plusieurs personnalités. 10 millions de francs CFA a reparti à 50 maraîchers de la commune de Djougou. Ce geste de solidarité de l'association Alpha Taka vise à accompagner l'amélioration et le développement du secteur du maraîchage dans la commune de Djougou. Toujours fidèle à notre vocation, qui est de contribuer significativement au bien-être de tous, l'association Alpha Taka et la mairie de Djougou viennent une fois encore appuyer 50 maraîchers de 4 coopératives. Le maire remercie Alpha Taka et vous remercie aussi parce que ce qui va venir demain est plus grand que ce qui démarre aujourd'hui. Nous souhaitons que l'année prochaine, que Alpha Taka prenne 200, 300 personnes pour les dynamiser dans leur production. C'est vraiment un grand jour pour nous, les maraîchers. Nous n'avons pas de mots pour apprécier cette journée. Je pense que beaucoup de personnes l'ont déjà dit. C'est inédit depuis le démarrage de nos activités. Depuis que ces coopératives sont nées depuis 2012, on n'a jamais reçu ce genre d'appui. L'association Alpha Taka et la mairie de Djougou exhortent ces maraîchers à une gestion judicieuse de ce fonds pour le rayonnement des activités maraîchères dans la commune de Djougou. La rencontre entre le président Patrice Talon et Boni Yayi continue d'être appréciée par les populations. Quelques citoyens de la commune de Djougou, dans le nord du Bénin, se sont prononcés sur l'initiative. Ils sont au micro de Oseni Adeleke et Giscard Akbovi. D'abord, et dans sa forme d'abord, la forme est salutaire parce que les 2 présidents ont fait preuve de responsabilité. Sans ce courage d'inviter et d'accepter, cette rencontre n'aura pas lieu. Et je crois qu'à travers cette rencontre, l'opinion publique internationale se rendra compte que le Bénin a grandi effectivement en démocratie. Le Bénin étonne toujours et il ne cessera de nous étonner. Filles et fils du Bénin, cette rencontre a été tellement une joie, une fierté dans nos maisons. Nous attendions ça depuis des années. Depuis l'avènement Yayi, Talon aujourd'hui au pouvoir, il y a bientôt 6 ans, qui viennent de s'écouler. C'était la guerre. Bon, on ne dira pas la guerre. Population que nous sommes, c'est une joie pour nous, ancien président et son frère, de se retrouver pour faire la paix. C'est une très bonne initiative que le successeur accepte de rencontrer le prédécesseur, malgré tout ce que nous savons qu'il y a entre les deux. Cela prouve qu'au Bénin, on n'a pas le monopole de la violence. Et cela démontre à la jeunesse aussi qu'au fait, en politique, il n'y a pas d'adversaire éternel en politique. Vous pouvez être des amis aujourd'hui, demain, les intérêts des uns et des autres ou l'égoïsme des uns et des autres vous opposera. Et tôt ou tard, vous allez encore vous retrouver et parler de la même chose. Pourquoi? Parce que ce qui nous unit au Bénin est plus fort que ce qui nous divise. Le pardon est un véritable moyen pour la liberté, le succès et la liberté. Le président Patrice Talon est une école. Le message que le président Talon a véhiculé à travers cette noble décision, aucune école de développement personnel ne peut donner ce résultat. C'est ça que d'autres appellent l'éducation pratique. Il suffit que les parents, les enfants, les couples copient ce modèle et le monde aura la liberté. Et nous-mêmes, le petit peuple que ces leaders gèrent, on doit se revoir pour se recomposer par rapport à nos comportements. Parce que l'adversaire n'est pas l'ennemi.
Lancement du programme Citoyenneté de la protection sociale dans la province de Langounié, une initiative du ministre des Affaires sociales en collaboration avec les partenaires au développement. Les détails avec Léa Virginie Atsam et Eric Mokoko. Le droit à la citoyenneté, un devoir fondamental, une préoccupation majeure pour le gouvernement gabonais. Les partenaires au développement, venus pour le lancement officiel du programme de citoyenneté et protection sociale, soutiennent l'initiative sur le terrain. Le programme conjoint citoyenneté et protection sociale est une initiative importante du secrétaire général des Nations Unies dont la mise en œuvre avec les États membres aidera les pays à atteindre les objectifs du développement durable en abrégé ODD, de façon à ne laisser personne de côté. J'étais très contente de voir que les nouvelles dispositions ont été prises dans le cadre légal, justement, d'éteindre la période dans laquelle un enfant, après sa naissance, peut être enregistré. C'est très important d'avoir un délai plus long. La finalité de ce programme est l'accès aux services de base. L'établissement des actes de naissance ne constitue pas en soi la quintessence de cette opération. Il s'agit, après avoir procédé à la régularisation des personnes frappées d'apatridie, de les enrôler à la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, répondant ainsi aux exigences du pivot social du plan d'accélération de la transformation PAT 2021-2023. Les résultats probants sont attendus au terme de ce programme qui permettra aux populations concernées par cette problématique d'avoir une identité juridique et d'avoir accès aux mécanismes de protection sociale. Nous vous le disions à l'entame fin à Libreville du stage de perfectionnement des stagiaires de la Gendarmerie nationale, des Forces armées, de la Garde républicaine de la sécurité pénitentiaire. Une formation axée sur les systèmes d'information et de la communication. Lardingemamba, Alexandre Nkogé pour les détails. Lieutenant Ango, au nom du président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous décerne la médaille de reconnaissance de la Garde républicaine. Cette décoration faite ici par le commandant en chef de la Garde républicaine, Clotaire Oligingema, vient mettre fin à un stage de perfectionnement de 3 mois sur les systèmes d'information et de communication. L'objectif d'un tel recyclage était de former des techniciens capables d'interagir aux nouvelles technologies et faire face à la cybersécurité. Le général de division, Jean-Germain Fayon, au nom, parrain de la promotion, invite les récipiendaires à mettre en œuvre les rudiments acquis. Je suis particulièrement honoré d'avoir été choisi comme parrain de la promotion SIC 2021, organisée dans sa première édition au Gabon par la direction des transmissions de la Garde républicaine. Mes chers filles, la réussite de chacune et de chacun d'entre vous, au terme de 3 mois de formation exigeante et éprouvante. Je mesure à juste titre les efforts consentis par chacun de vous pour franchir la pénible marche vers le succès, et je ne peux que vous en féliciter. Un stage organisé pour la première fois au Gabon et a regroupé plus de 53 stagiaires venus de la Gendarmerie nationale, des forces armées, de la Garde républicaine et de la sécurité pénitentiaire. Et du côté de Fria, l'autorité a présenté sa feuille de route. Il s'agit de promouvoir le développement et servir l'intérêt général dans la paix et la cohésion. Une vaste campagne d'assainissement a été également lancée. Fodé Camara. Ville minière, ville lumière, la ville de Fria renoue avec son passé par ses opérations quartier propre. Portée par le nouvel administrateur territorial, colonel Yaya Kalissa, cet engagement citoyen mobilise les populations des 13 quartiers de Fria et même les responsables des forces de défense et de sécurité, avec en première ligne les élus locaux. Toute la population de la ville de Fria
s'est levé aujourd'hui comme un seul homme, s'est mobilisé et s'est mise à la tâche pour rendre la ville propre. Cela a été dû à quoi? C'était dû au mot d'ordre donné par notre actuel préfet. Donc à cet appel, la population s'est mobilisée. Dieu a voulu ce changement pour nous. Le préfet qui est là à la tête de la ville, colonel Kalissa, sa promotion est une source de fierté pour les femmes. Depuis hier, il nous a demandé avant d'aller au marché de nous mobiliser pour nettoyer. Nous avons même bravé la pluie pour cet assainissement, car c'est l'apanage des femmes et ça permet de lutter contre les maladies. Fait marquant de ce week-end, cette campagne s'amorce avec l'envie de changer les mentalités dans la cité et faire du slogan « Balai devant ta porte » une réalité quotidienne. Cette action civilo-militaire a créé une émulation entre les 13 quartiers de Fria, de Sabende à Katourou 1, en passant par Aviation, Tigué, Alpha Yaya et Tabossi. Nous vivons avec les maladies. La sanité, c'est la maladie. Le Covid est là et autres maladies endémiques. Donc il faut se débarrasser de ça. Il ne faut même pas qu'on dise, si on dit à quelqu'un tu es sale, on t'a insulté. Donc il faut qu'on se débarrasse des immondices là. Vous avez remarqué vous-même. Donc moi j'ai pris mon bâton le prérein avec tous les services de défense et de sécurité. Donc nous demandons tout le monde de nous accompagner. Ce n'est pas pour aujourd'hui seulement. Aujourd'hui c'est le lancement officiel. On ne va jamais les promettre. Mais tout ce qui sera bien pour la ville de Fria, je suis prêt, à travers mon président, la jeunesse, mais la population de Fria sera à l'aise. Ces opérations quartiers propres sont couplées à des séances de sensibilisation pour fédérer les forces vives autour des deux grands chantiers du CNRD, à savoir le rassemblement et le développement. Deux préoccupations de l'érudit de Fria, El Hadj Mokhtar Amin Doumbouya, un champion du développement rural dont les investissements sortent des frontières de Fria pour Tanen et Bouramaya. Cet acteur du développement rural est aussi un défenseur du vivre ensemble. Aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai reçu les autorités préfectorales de Fria, accompagne M. le maire de Fria, avec tous ses cabinets, avec tous les sages de religion, les 4 coordinations. Nous sommes dans notre temple de savoir pour demander bon Dieu Allah, le défenseur Dieu, le savant Dieu, de remercier très sincèrement colonel Mamadi Doumbouya. Nous avons dit Allah par la recommandation de monsieur le préfet, afin que le bon Dieu protège la Guinée, qu'il le protège. Et aujourd'hui, on n'a pas grand chose à dire, que chacun de Guinéens n'a qu'à accepter la volonté d'Allah. Acceptez la volonté de Dieu, vous acceptez le destin. Le colonel Mamadi Doumbouya, merci à ses paroles, lorsque j'ai entendu qu'il disait qu'il veut aujourd'hui que les Guinéens, les enfants, conjuguent le même verbe. Mon cher ami, merci à lui, merci à Allah. Le prophète a dit wa innamal mu'minina ikhwa. En plus de la ferme de Tanen et Bouramaya, où l'agriculture et l'élevage sont pratiqués, El Hadj Mokhtar Amin Doumbouya accompagne depuis des années les femmes de Fria par la promotion de la saponification et du maraîchage. La sensibilisation, un outil dans le combat sanitaire contre les mutilations génitales féminines ou excisions. En Côte d'Ivoire, environ 39% de personnes sont touchées par ce fléau. Ce crime est puni par la loi. État des lieux des mesures législatives contre les MGF avec Eric Goré. Ici, c'est le village de Bafimé, à quelques kilomètres de Korogo. Dans ce petit village, l'excision a fait plusieurs victimes car la pratique a été courante pendant longtemps. Ici à Bafimé, nous faisions l'excision des filles. On pensait que si tu n'excises pas la fille, elle ne va pas faire d'enfant.
Mais maintenant que nous avons vu avec les séries de sensibilisation, nous avons vu, même sans exciser la fille, elle peut faire enfant. L'heure est maintenant à la repentance. Cette fervente pratiquante de l'excision a fini par comprendre les dangers liés aux mutilations génitales. Damieo Chodja se confesse. En faisant l'excision d'une fille, ça nous dépassait. Elle saigne, elle peut mourir en même temps et après, elle peut traîner une maladie toute sa vie. Nous-mêmes, avant d'exciser une fille, il faut aller charlanter, il faut aller voir les fétiches, il faut aller voir les divins pour que la fille sorte sainte et sauve. Mais si on nous dit de ne pas faire l'excision, ça peut nous épargner de tout ça. Nous ne faisons que dire merci. En Côte d'Ivoire, une étude de l'UNICEF a démontré que 38% des femmes âgées de 15 à 45 ans ont été victimes d'excision. Comment éradiquer ce phénomène dans nos sociétés? Les guides religieux, les chefs traditionnels, les ONG et le ministère de la Femme sensibilisent. L'excision, c'est une pratique ancienne. Bon, c'est rentré dans l'islam. Quand on a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi sur ce sujet-là, il a dit non, c'est ikhfad. Ça veut dire que c'est pour diminuer le plaisir de la femme. Il n'a pas ordonné de le faire. J'ai essayé de sensibiliser les autres pour que nous cessons de pratiquer l'excision. J'ai convoqué les 7 Kabylas qui sont à Ménignan ici. Je les ai sensibilisés comme j'ai été sensibilisé, surtout sur l'excision. Et j'ai insisté, celui qu'on attrape dans l'excision dans mon village là ici, encore, il ira en prison et je ne vais jamais intervenir pour qui que ce soit. Même si ça est dans ma famille, beaucoup ont compris et la chose commence à disparaître, surtout l'excision. Dans la région du Folon, la sensibilisation continue et à possible, la communauté Peul, fortement représentée, cette communauté s'implique aussi dans la sensibilisation sur le terrain. Nous avons réuni ici, nous tous, les représentants de CEDEAO, les imams, ils nous ont expliqué l'excision et puis mariage précoce. Nous aussi, on a pris nos bâtons pour rentrer dans les familles Peul, dans les familles Menka, dans la ville, on les a informés. Chez nous, les Peuls, à l'âge de 14 ans, on donne les filles. Avant, ça peut se faire au plus de 20 mariages. Des enfants de 14, de 13 ans, si c'est trop, c'est 15 ans. Moi-même, j'ai mes filles, j'ai 4 filles. Depuis qu'on a dit ça, l'âge n'atteint pas 18 ans, je dis je ne donne pas. S'il est vrai que ces pratiques existent fortement dans plusieurs localités du nord de la Côte d'Ivoire, la sensibilisation, la répression pourront inverser les tendances. Nous avons pu déconstruire certaines informations, notamment comme quoi l'excision permet à la femme d'être fidèle à son mari. Ça, ce sont des préjugés que nous avons réussi à déconstruire. Au niveau de l'excision, il y a un grand changement. On a compris que si on ne laisse pas, cela va de notre mort. Les conséquences sont plus graves que ce qu'on gagne dans l'excision. Ceux-mêmes qui organisaient l'excision sont aujourd'hui sensibilisés. Ils sont là aujourd'hui. Et c'est eux-mêmes qui disent qu'on ne le fait pas. D'un commun accord, ça a été aboli. En tout cas, dans ce village, plus d'excision. Voilà un exemple concret. Toutes ces filles que vous avez vues là, elles ne sont pas excisées. L'excision est interdite en Côte d'Ivoire depuis 1998 et condamnée de 1 à 5 ans de prison ferme. Mais en cas de décès de la victime, la peine va de 5 à 20 ans de prison. Après le renforcement des capacités des leaders religieux, ils ont eux-mêmes en tant que leaders religieux interdit certains mariages d'enfants de moins de 18 ans. Ils ont même traduit certaines exciseuses devant les juridictions de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que l'excision se pratique maintenant en cachette, mais vu que les leaders religieux sont impliqués, l'information remonte rapidement. Ce qui se fait actuellement concernant l'excision, c'est maintenant interpays. Les exciseurs peuvent quitter le Burkina et venir en Côte d'Ivoire pour venir faire l'excision. Donc cette pratique-là, nous sommes en train de voir quelle stratégie mettre en place pour bloquer cela. Outre l'excision, les leaders communautaires, les ONG et toute la société civile dénoncent de plus en plus tout acte de violence basé sur le genre. À ce sujet, plusieurs actions
sont en cours. Dans les savanes, la rivière Pendial a fait beaucoup de victimes. La traversée de cette rivière n'a jamais été facile aux populations. Certains en perdent même la vie. Aujourd'hui, le gouvernement les soulage avec une barque motorisée et sécurisée. Le reportage avec Gérard Lagoudou. Notre dernier passage ici date seulement de 2 mois, soit en juillet dernier. Mais aujourd'hui, cet ouvrage en construction est presque submergé par la rivière Pendial. La traversée se résume désormais à bord des pirogues de fabrication purement artisanales. Pour appuyer les passagers dans leur déplacement, le ministère en charge de la sécurité à travers la NPC, Agence nationale de la protection civile, a remis cette barque motorisée. Le joyau vient renforcer le matériel déjà existant pour la traversée de la rivière Pendial en toute quiétude. Cette embarcation est composée de l'embarcation même à couverture, d'un moteur hors bord Yamaha, des gilets de sauvetage, des bouées de sauvetage et puis des pagaies. Ce qui veut dire que même si le moteur tombait en panne pour la traverser, il y a les pagaies pour prendre la relève. Je les invite aussi vraiment à prendre grand soin, c'est surtout au niveau des autorités locales, à faire un entretien, une maintenance préventive régulière du moteur hors bord, car c'est le cœur de cette embarcation. Le matériel vient donc réduire les dégâts et tourner définitivement les pages sombres enregistrées ces dernières années à bord des pirogues artisanales sur la rivière Pendial. L'année dernière, nous avons enregistré 4 noyades. Et cette année, avec la clémence de la nature, nous avons 2 noyades déjà. Et pour nous, c'était de l'angoisse. On était tous inquiets. Et le chef de l'État a entendu notre cri et il est venu à notre secours. Et nous avons saisi son message. Son message, c'est qu'il ne veut plus de perte en vie humaine sur la traversée du Pendial. Et nous lui rassurons que nous allons prendre toutes les dispositions pour que les familles ne soient plus endeuillées. Nous avons tout un canton entier, le canton de Tambiou, qui est situé au-delà du fleuve. Et je crois qu'avec cette barque, ça fait un ouf de soulagement pour ces populations-là, qui ont pour grand centre urbain la ville de Mandouri. Le préfet de Pendial, Lamboni Kolani, a également exprimé sa gratitude au chef de l'État, au gouvernement et aux partenaires, notamment le PNUD, pour leurs efforts au profit des riverains des zones à risque. Il a appelé les leaders religieux à intercéder en faveur des familles éplorées et à intensifier les prières pour limiter les cas d'accidents dus au chavirement sur la rivière Pendial.